petit rappel aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Hello Asso. Donc, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et on est une solution gratuite des associations et des clubs qui permet le paiement sur Internet. Donc, on va parler de nos outils plus précisément aujourd'hui. Et un petit mot sur le programme PANA pour lequel vous êtes ici aujourd'hui. Donc, certains d'entre vous sont déjà PANA, d'autres souhaitent le devenir. Donc, le programme PANA, comme j'ai déjà dit, ça veut dire point d'appui au numérique associatif. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les associations sur les sujets du numérique. Donc là, vous voyez la petite cartographie. L'ambition de ce programme, c'est qu'il y ait des PANA partout en France et que chaque association puisse s'adresser à un PANA pour lui donner un coup de main sur ces sujets et du coup, voilà, de former un réseau tous ensemble et de faciliter l'accès au numérique pour tous. De toute façon, toutes les coordinatrices, les coordinations en région reprendront contact avec vous si vous êtes en cours de devenir PANA et vous aurez plus d'explications sur le programme si nécessaire. Quelques points là, de rappel aussi, mais je pense qu'on avait déjà vu ça aux autres webinaires. Donc, normalement, il y a des journées de montée en compétences qui sont organisées sur les territoires par département. Confinement oblige, on ne peut plus se réunir physiquement. C'est pour ça qu'on a mis en place ce cycle de webinaires en ligne, donc pour monter en compétences sur les sujets du numérique. Ensuite, tous les PANA ont accès à des ressources qui sont spécifiquement dédiés à tous les PANA. Et on vous aide. Et le réseau aide aussi pour organiser des événements en lien avec le numérique. Donc pareil, si vous avez des questions sur ces sujets, on pourra y revenir individuellement. La coordination qui couvre votre territoire vous répondra. La petite cartographie sur le site internet. Donc, quand vous serez PANA ou si vous l'êtes, vous apparaîtrez sur ce site internet avec tous vos champs d'expertise, on va dire, du numérique ou les champs où vous pouvez appuyer ou informer les associations. Et la grande équipe, on va dire, des PANA, Hello Asso n'est pas tout seul pour animer ce programme et pour le faire vivre. Donc, le programme a été lancé avec le mouvement associatif et la Fonda. Et depuis lors, tout un groupe de structures nous ont rejoints dans l'aventure pour le faire vivre. Donc, vous voyez là tous ces logos. Et encore, je pense qu'il y a d'autres structures qui n'apparaissent pas ici. Aujourd'hui, donc, on animera ce webinaire à deux avec Laura. Donc, moi, je suis la coordinatrice Nord-Est. Je couvre les régions des Hauts-de-France, de l'Île-de-France et du Grand Est. Laura, est-ce que tu es revenue parmi nous ? Oui, je suis là. Ah, super. Donc, je te laisse te présenter. Je suis là et du coup j'en profite pour répondre à 2-3 questions en même temps. Donc moi je suis responsable régionale Grand Ouest pour Hello Asso. Je travaille donc sur Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. On déploie, je m'occupe du déploiement du programme PANA et je forme beaucoup à la question du financement en direct avec les associations, d'où ma présence aussi ce matin. Et j'en profite pour répondre à 2-3 questions. Donc
Donc, le programme PANA est évidemment entièrement gratuit. Il est à destination des acteurs de l'accompagnement associatif en France. On fournit à tous les PANA des ressources pédagogiques qu'on envoie tous les mois et une proposition d'événements, de réunions pour se réunir au moins 1 à 2 fois par an avec les groupes PANA constitués à l'échelle des départements. Donc, du coup, l'idée, c'est de référencer l'ensemble des points d'appui numériques associatifs, donc l'ensemble des structures qui sont engagées dans cette dynamique d'accompagnement à la transition numérique des associations. Donc, du coup, pour les bénéficiaires PANA, donc les acteurs de l'accompagnement, c'est tout à fait gratuit. Toutes les ressources sont gratuites, tout est libre de droit pour que vous puissiez vraiment bénéficier de toutes les ressources possibles. Et puis, par contre, évidemment, chaque PANA dispose de ses propres modalités d'accompagnement. Si vous avez l'habitude de faire de la formation payante, vos associations, c'est évidemment notifié sur la cartographie. Et donc, du coup, vos formations restent payantes et pour les associations qui vous rejoignent également, enfin, qui vous sollicitent également. Voilà. Les conférences qui ont déjà été données ne sont pas encore en ligne, mais ça ne devrait plus tarder. Voilà. Et du coup, pour celles et ceux qui se sont inscrits au parcours des 6 webinaires, vous avez reçu un petit mail de notre part vendredi dernier qui vous précise bien que les coordinations vont reprendre contact avec vous d'ici 2 semaines, à peu près 2-3 semaines, pour vous proposer des apéros visio, des cafés visio, pour bien vous présenter le programme dans le détail et vous proposer, voir avec vous si vous souhaitez le rejoindre. Voilà. Et entre PANA et l'Uracen, je ne suis pas sûre qu'il y ait de lien pour l'instant. Voilà. Excuse-moi, Harmonie, je répondais juste aux questions. Non, merci pour ces précisions. Nous serons accompagnés de Christelle d'Utopie 56 qui va nous livrer un témoignage. Donc, Christelle, si tu nous entends, tu peux dire un petit bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Super. Et on présentera ta structure du coup plus en détail tout à l'heure. Donc, on va commencer. Si tout le monde est prêt, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade plus d'ordre généraliste ou pas? Non? Non, c'est bon. Super. Donc, on y va. Donc, aujourd'hui, on va parler numérique et financement associatif. Donc, les objectifs, on va essayer de connaître les différentes sources de financement en ligne pour les associations. Et on aimerait que vous soyez en mesure d'apporter une première aide à une association qui souhaite collecter des fonds en ligne. Donc, on va voir ça. Hop. Donc, pour introduire le sujet. Donc, différents types de soutien pour les associations. Donc, il y a les soutiens matériels, ce qu'on appelle le mécénat en nature. Les soutiens humains, donc tout ce qui est bénévolat et mécénat de compétences, et les soutiens financiers. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça plus précisément. Je suis désolée, j'ai des difficultés pour à chaque fois passer la slide suivante. Je suis désolée pour ces petites coupures. Et donc ici, toutes les sources qu'on essaie de lister de financement via le numérique. Aujourd'hui, on va parler plus précisément des cagnottes en ligne, du financement participatif. D'ailleurs, le témoignage de Christelle portera sur ce sujet. On va parler rapidement aussi d'adhésion en ligne et des événements et outils de paiement en ligne. Très rapidement, on fera juste... Voilà, on vous expliquera très rapidement. Et on parlera aussi d'autres moyens innovants comme les microdons. Donc, on a un programme assez chargé. Alors, pour commencer... On va parler de la collecte de dons et pour se réveiller ce matin, enfin il est déjà 11h, j'espère que vous êtes bien réveillés, mais je vous ai prévu un petit quiz, donc évidemment n'ouvrez pas vos micros, mais vous pouvez essayer de répondre via le chat. Alors, à votre avis, combien de Français ont déjà réalisé un don en ligne?
à la louche. On prend toutes vos réponses dans le chat. 5%, 20%, 35, 60, 20, 10, 40, 40. Ok. Bon, il y a tous les 90%, Michel Montfort, vous êtes sacrément optimiste. Ok, donc on tourne autour de 40 et 60%. Ok, bon, on va voir. Je pense que les chiffres seraient à mettre à jour avec, Oui. le Covid. Et alors là, donc, bon, vous allez être déçus. Finalement, vous aviez tous mis plus haut. C'est 26%, mais en sachant que c'est les derniers chiffres, j'ai essayé de les remettre à jour et il n'y a pas d'autre étude qui est sortie sur ce sujet-là en particulier. Donc, c'était en 2016. Donc là, on est 4 ans plus tard. Je pense que ça a déjà bien augmenté, mais c'est quand même énorme dans la proportion des Français. Et surtout là, je pense que ça doit être colossal, l'augmentation. Oui, alors je vois qu'il y a des petits traits verts qui commencent à se faire. Je vais essayer de les enlever. Bon, pour le moment, c'est pas gênant. Si une personne est en train à trouver le moyen de faire ces petits traits sur sa présentation, évitons. J'explique ce mystère. Deuxième question. Quel est le montant du don moyen réalisé en ligne? Donc, pareil, à vos claviers. Alors, 5, 50, 150, 40, 15, 35, 20, 30. Ok, donc plutôt autour d'une trentaine d'euros en moyenne dans les réponses. Ok. Eh bien, la réponse est 106 euros. Donc, c'est bien au-delà. Ah, sauf René qui a mis 2000. Mais donc ça, après, donc, évidemment, c'est un don moyen. Donc, ça prend aussi en compte des grosses donations. Mais c'est quand même au-delà du don moyen réalisé par chèque. Donc, c'est un chiffre qui est assez intéressant. Et pour le coup, celui-là est beaucoup plus à jour puisque c'est une étude qui est sortie en avril 2019. Donc, chiffre intéressant aussi à retenir. Troisième question. Quel est le pourcentage des 18-35 ans, donc des jeunes, on va dire, qui sont prêts à organiser une collecte de fonds via les réseaux sociaux? Donc, on a des gros chiffres qui sortent, je vois. Et c'est 43%, donc c'est un peu moins de ce que vous pensiez, mais attention, ce n'est pas relayé, c'est vraiment organiser une collecte de fonds. Donc c'est pareil, ce chiffre est assez parlant. C'est assez énorme, du coup, ces chiffres. Parce que là, du coup, je pense que c'était ma dernière question. Oui, est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport à ce petit quiz avant que je passe à la suite? Non? Est-ce que vous êtes plutôt surpris ou déçu? Pas de retour. Pas de retour. Bon. Surpris? Non. Ok. Non, bon, bah, tant pis si. Alors, donc tout ça pour vous dire que le don en ligne, c'est quand même, ça devient un peu un phénomène de société et si les associations ne sont pas encore dessus, c'est une opportunité à saisir. Donc, c'est quoi un don en ligne? C'est offrir la possibilité à chacun de faire un don à une association et à n'importe quel moment, du coup via Internet. Donc, c'est quand même une solution facilitée. On peut le faire quand on veut, à peu près n'importe où. Donc là, on l'a vu dans les chiffres, il y en a quand même énormément qui ont déjà fait des dons en ligne. D'ailleurs, même parmi vous, ça serait intéressant aussi de se poser la question. Bon, normalement, c'est mieux en physique de lever la main, mais qui a déjà fait un don en ligne? Et souvent, c'est largement au-delà de la moitié des participants. Et donc, c'est un complément et c'est plus facile que de faire un don en ligne que de faire un don par chèque ou en liquide. Puisqu'il suffit de sortir sa carte bleue finalement, comme on pourrait acheter quelque chose via Internet. On peut aussi permettre aux donateurs de faire plus rapidement un don suite à la découverte de l'association sur Internet.
et d'utiliser aussi ce canal pour communiquer et donner de la lumière à l'association. Donc, comment faire? Donc, il y a plusieurs outils de collecte de dons en ligne qui existent et qui permettent d'intégrer directement un widget ou un petit bouton sur le site de son association, de sa structure, et qui facilite en fait du coup juste sur la page d'accueil du site internet de l'association, on peut rajouter faire un don, et les gens qui souhaitent peuvent faire un don à l'association. Donc attention, quelques points d'attention par rapport aux dons en ligne. Donc il y a plein d'outils qui existent sur internet, mais il y en a certains qui sont payants, donc il faut faire attention donc par rapport aux frais bancaires, d'autres qui prennent des commissions sur les transactions, ou alors un autre système aussi de paiement, ça peut être de payer une licence à un outil et d'accéder aux fonctionnalités. Aussi, attention aux outils que vous pouvez conseiller aux associations pour l'utilisation des données, donc des contributeurs à la collecte. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a en fait aussi plusieurs fonctionnalités qui peuvent être facilitées, dont un bouton qui peut être intégré directement sur le site internet de l'association. Donc ça, c'est quand même hyper facilitateur pour inciter les gens à faire un don directement, plutôt que de renvoyer sur une autre page avec un lien qui est un peu moins joli, on va dire, un peu moins facile d'accès. Et évidemment, il y a des outils qui permettent plus ou moins de personnaliser la page de collecte. Donc là, on vous en a listé quelques-uns. Donc évidemment, nous, on va défendre un peu, là, vu qu'on travaille avec l'outil Helloasso, qui est entièrement gratuit pour toutes les associations. Mais évidemment, il y en a plein d'autres et on vous laisse le choix de choisir et de conseiller les associations en fonction des préférences de chacun. Je vois qu'il y a, alors j'ai pas le temps de les lire, mais j'ai la petite fenêtre de chat qui est ouverte. Il y a beaucoup de questions, il me semble. Je suis en train d'y répondre au fur et à mesure, et puis je te ferai un récap. Mais donc voilà, qu'est-ce qui est important de savoir pour les collectes? Déjà, peut-être un petit point d'attention sur la différence entre collecte de dons et financement participatif. Donc, la collecte de dons là, que je suis en train de vous présenter, c'est vraiment quelque chose sur le long terme et qui va permettre de financer l'association en général. Ça peut permettre de financer les frais de fonctionnement, etc. Alors que Laura va vous en parler plus précisément à la suite. Mais le financement participatif, c'est vraiment financer un projet précis et sur un temps donné surtout. Alors que la collecte de dons au fil de l'eau, c'est vraiment, ça peut être tout au long de l'année, ne jamais s'arrêter. Donc, important à rappeler, pour récolter de l'argent, il ne faut pas hésiter à en demander. Donc, c'est pour ça que je vous parlais du petit bouton aussi à intégrer sur les pages internet des associations. En fait, il faut tout simplement que ça soit visible. Alors après, pas forcément que ça clignote et d'imposer le don à tout, mais au moins que les gens qui veulent donner puissent avoir l'information très facilement. Évidemment, sensibiliser pourquoi les potentiels donateurs vont donner, à quoi ça va servir, quel va être l'impact de leur don. Donc, informer aussi sur la manière dont l'argent va être utilisé. Informer aussi sur la défiscalisation, ça peut être aussi un bon moyen de finir de convaincre un donateur par rapport à sa réduction d'impôts. Évidemment, ça c'est un peu basique, mais il ne faut pas oublier de remercier tous les donateurs. Et aussi, en fait, d'avoir une base de données de donateurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'instaurer un peu une communication avec cette communauté de donateurs. Ça veut dire que si les gens sont prêts à donner pour les activités d'une association,
ils peuvent aussi aller au-delà et être intéressés par toutes les activités de cette association, les événements, etc. Donc c'est bien aussi d'avoir une visibilité là-dessus. Et quand on a cette base de données de donateurs, ne pas hésiter aussi à redemander si nécessaire. Ensuite, c'est la suite, c'est le financement participatif. Donc, je veux bien, Laura, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Alors, tac, sur le chat, il y a eu plusieurs questions auxquelles je pense avoir répondu sur la réduction fiscale quand c'est une entreprise qui fait un don. Donc, on est bien sur 60%. Je vous ai mis un petit lien aussi de ressources. Bien préciser que pour avoir la possibilité d'effectuer la réduction fiscale, il faut être une association reconnue d'intérêt général. Donc ça se voit avec les impôts. On nous demande des avis aussi sur des outils comme le pot commun. Et du coup, ma réponse, c'était plutôt que de vous donner un avis sur un outil spécifique, chaque association va avoir l'outil qui lui est le plus approprié. Donc plutôt, l'idée, c'est d'avoir un panel de critères qui vous permet d'aider l'association à choisir. Donc évidemment, des choses très basiques comme combien coûte l'outil, quel est son fonctionnement, est-ce qu'il est simple ou pas, est-ce qu'il est adapté à la collecte de dons ou est-ce que c'est un outil de cagnotte plutôt, autre point du coup important, c'est la question de la maîtrise des données. Ce qui va être essentiel dans une campagne de dons, c'est d'avoir une pleine maîtrise de l'ensemble des données des donateurs, et donc du coup il faut que l'outil que vous choisissiez puisse vous le permettre. Voilà. Super. Sur le financement participatif. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà, peut-être si dans le chat, certains ont déjà assisté à une formation sur le financement participatif, n'hésitez pas à le dire. Là, on va se donner un petit quart d'heure pour vous présenter les grandes lignes. D'habitude, je fais des formations de 2-3 heures, mais l'idée, c'était de pouvoir vous apporter quelques éléments et d'échanger là-dessus, et puis surtout avec le témoignage de Christelle, de pouvoir rentrer plutôt dans le concret. C'est d'autant plus un sujet d'actualité que, un sujet important qu'aujourd'hui, nous on peut le constater, l'augmentation du nombre de campagnes de financement participatif est très forte. C'est clairement un moyen de pouvoir à la fois soutenir les associations qui sont en difficulté en ce moment et soutenir des projets. Donc du coup, l'idée, aujourd'hui, on constate vraiment un fort engouement autour de ça. Donc, le but, c'est de pouvoir vous donner quelques bonnes astuces pour que ça ne tombe pas à l'eau. Voilà. Alors, je reviens très très rapidement. Du coup, je pense que vous le savez tous, une campagne de financement participatif, c'est donc faire appel à une communauté où chacun va faire une participation et qui va permettre pour lancer souvent plutôt un nouveau projet. Les points d'attention avant de se lancer sur une campagne de financement participatif. La manière dont on va parler du projet, c'est essentiel. Et du coup, je pense que Christelle pourra en témoigner aussi. Le fait de prévoir une page de financement participatif qui soit très compréhensible, qui vous permette vraiment qui apporte des exemples, qui montre qui se trouve derrière l'association et qui montre l'impact du projet, c'est aujourd'hui vraiment le plus important. Voilà. Et souvent, moi, j'aime bien donner une bonne pratique là-dessus parce que on voit nombre d'associations qui lancent des pages de financement participatif et qui parlent énormément de leur structure et de la jeunesse du projet. Et du coup, on peut se perdre un peu. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner en leur montrant que le principal, c'est de montrer l'impact du projet, pourquoi il est nécessaire et à quoi vont servir les dons. Enfin, évidemment, l'objectif financier, je vous montrerai plus tard quelques bonnes pratiques pour le déterminer. Les contreparties, on ne fera pas de points spécifiques là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui. Donc, c'est une des particularités du financement participatif. Les contreparties sont possibles en fonction contre un don. C'est pas une obligation.
Il y a plusieurs éléments à prendre en compte là-dessus. Vous avez 3 types de contreparties. Les matériels, donc le stylo, le t-shirt, le livre. La contrepartie plutôt de l'ordre du remerciement honorifique. Donc le merci sur le site internet, la newsletter de remerciement, etc. Et puis des contreparties plutôt d'expérience. Donc là, on va plutôt, par exemple, inviter les donateurs à participer à une visio, par exemple, avec les artistes de telle compagnie de théâtre, imaginons. Attention aux contreparties, c'est réglementé par la loi et donc du coup, il y a un certain montant à ne pas dépasser. Sinon, on n'est plus sur du don, on est sur un échange commercial. Et enfin, la dernière précision, c'est qu'évidemment, une campagne de financement participatif, c'est un vrai marathon. Donc, du coup, ça demande de l'énergie et du temps. Il ne suffit pas juste de lancer sa page. Et ce qu'on vous proposait du coup ce matin, là je vous ai mis un panel on vous a mis un panel de plateformes de financement participatif. Donc encore une fois, comment choisir la plateforme qui semble la plus pertinente pour un projet, comment aider une association à faire son choix. Ça va dépendre de plein de critères différents. Aujourd'hui, là, on vous a mis 4 exemples. Il y a à peu près 170 plateformes de financement participatif sur toute la France. Excusez-moi, je voyais les questions dans le chat aussi. Je vous ramènerai, je vous copierai le montant du plafond. Il va falloir choisir sa plateforme en fonction à la fois du porteur de projet, donc là uniquement des associations dans notre cas. Mais par exemple sur KissKiss ou sur Ulule, ça va être aussi des porteurs de projets individuels. On va regarder également, merci Jacques d'avoir répondu. On va regarder également les coûts de la plateforme. Certaines plateformes pratiquent se rémunèrent avec des commissions. Et donc, du coup, qui s'élève, ça va dépendre. Là, on vous a mis, par exemple, sur KissKiss, on est sur 8% à peu près. Et donc, du coup, il faut veiller à regarder si c'est le cas ou pas. De l'accompagnement aussi. Qu'est-ce qui est proposé pour accompagner l'association dans la mise en place et dans le suivi de sa campagne. Et puis, encore une fois, de la gestion des données, des contributeurs. Et enfin, le dernier point, c'est de vérifier comment l'argent peut être récupéré, l'argent collecté. Donc par là, j'entends, en fonction des plateformes, vous allez avoir différents moyens. Certaines plateformes vont, par exemple, l'association décide qu'en 3 mois, elle souhaite collecter 5 000 euros et donc elle a pour objectif 5 000 euros. Et finalement, elle arrive à 2 000 euros à la fin. Voilà, la campagne est finie et elle n'a pas atteint son objectif. Sur des plateformes, ces 2 000 euros qui ont été collectés, comme l'objectif n'est pas atteint, vont retourner directement au donateur. Donc l'association aura passé 3 mois à mettre son énergie et elle n'aura pas les dons. Sur d'autres plateformes, malgré le fait que l'objectif ne soit pas atteint, ces 2 000 euros seront reversés à l'association. Donc du coup, ça nécessite d'avoir une communication très transparente avec ses donateurs. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, vous me dites si jamais ce n'est pas le cas. Et si je vous donne des infos que vous savez déjà, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà un peu les grandes lignes pour bien choisir ces plateformes. Quelles sont les questions? Vous avez une association qui se présente devant vous, qui s'interroge sur ses possibilités de financement, qui souhaite les diversifier et qui a entendu parler du financement participatif, qui souhaite en lancer un, ou encore qui a déjà fait un financement participatif qui n'a peut-être pas fonctionné et qui souhaite en relancer un nouveau. Vous allez avoir 4 questions à lui poser. La première, c'est évidemment quel est son projet. Et donc là, vous allez pouvoir la conseiller d'accentuer sur un projet qui se veut être mobilisateur, compréhensible et fédérateur. Donc on va demander à ce que ce soit, vous allez conseiller l'association de bien montrer que son projet il est périn, sauf sur des campagnes comme aujourd'hui autour du Covid-19 où là on va financer sur des projets très d'urgence. Donc du coup c'est des projets qui vont fonctionner également mais qui sont très conjoncturels. Vous allez chercher à accompagner l'association pour que son projet soit présenté de manière à ce qu'il suscite l'émotion des personnes et à ce qu'il fédère une communauté autour d'elle.
Donc, des bénévoles, des partenaires, des personnes qui vont avoir un intérêt de près ou de loin avec le projet. Et on a tendance à dire que les projets nouveaux et originaux sont ceux qui collectent le mieux. Tout ça à mesurer au regard de la situation actuelle, qui est assez particulière. Donc, je différencie vraiment les projets d'urgence comme aujourd'hui et les projets de financement participatif tout au long de l'année. Ensuite, la deuxième question que vous allez poser à l'association, c'est quel est le calendrier? Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut bien choisir son moment pour lancer une campagne de financement participatif. On va le faire en fonction du calendrier extérieur. Par exemple, si je prends un exemple d'actualité, aujourd'hui, on voit beaucoup de campagnes de financement participatif pour soutenir les soignants et pour les accompagner. Il y a de nombreuses associations qui sont en train de lancer des projets pour soutenir les publics les plus précaires aujourd'hui et qui sont en très grande difficulté. Ces campagnes, elles ont tout intérêt à être lancées aujourd'hui parce que l'action, elle est maintenant et qu'elle est nécessaire. Du coup, ça répond à un besoin aujourd'hui du calendrier qui nécessite des nouveaux projets, qui nécessite de pouvoir faire appel à des financements publics, à des financements du public, pour pouvoir répondre à l'urgence. On va aussi se baser sur le calendrier de la structure d'un point de vue général. Par exemple, on va chercher si on sait que sa communauté n'est pas très mobilisable au mois d'août, on ne va pas lancer une campagne de financement participatif au mois d'août. On va essayer de correspondre à vraiment la mobilisation de son public. Et une campagne, elle va durer entre 1 et 3 mois maximum. Pourquoi 3 mois maximum? Parce qu'en fait, sinon, l'association va s'essouffler, tout simplement. Voilà. La troisième question, ça va être de savoir comment on définit l'objectif. Comment vous allez accompagner l'association à définir son objectif financier. Pourquoi c'est important? Parce que il faut que l'objectif soit atteignable pour 2 raisons. La première, c'est parce que déjà, par exemple, sur des plateformes qui ne permettent pas de récupérer les fonds si l'association n'atteint pas l'objectif, plus il va être haut, plus c'est complexe à atteindre. Et l'autre sujet, c'est également que cet objectif, il est communiqué sur la page de financement participatif. Du coup, c'est plus que nécessaire de bien montrer que l'objectif est atteignable, qu'il est réalisable et réaliste. Si j'ai un objectif à 100 000 euros, pour un projet qui, en fait, n'en a pas l'utilité, entre guillemets, moi, en tant que donateur, je vais me poser des questions. De la même manière, si l'objectif est à 100 000 euros et qu'au bout de 2 semaines, il n'y a toujours que 500 euros de collectés, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas avoir envie de faire un don. Donc, du coup, pour le définir, on va évidemment partir des besoins du projet. On va sélectionner tout ou partie des postes budgétaires à financer. Le crowdfunding, au maximum, ça doit être un financement complémentaire. Ça ne doit pas financer l'entièreté du projet. Encore une fois, je mets des nuances sur des projets d'urgence comme ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Et on va pouvoir estimer, pour savoir un peu comment le définir, faire un calcul savant, à savoir essayer d'estimer l'apport financier que peut proposer le cercle proche. Donc, c'est les amis, la famille, etc. Et donc, du coup, ce cercle proche, on va considérer qu'il peut apporter 10% de l'objectif maximal. Donc, si j'estime qu'avec mon cercle proche, je peux collecter 1 000 euros, je vais me fixer un objectif maximum de 10 000 euros. Voilà. Ça, c'est un peu les 4 questions essentielles. Ensuite, l'association vous dira, mais comment je fais? Comment je fais pour faire connaître ma campagne? Je ne suis pas sûre qu'on ait mis de slide là-dessus, mais du coup, je prends juste 2 minutes pour parler de la métaphore du restaurant vide. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette métaphore du restaurant vide? Vous pouvez mettre dans le chat. Non. Jacques? Ok. Alors, c'est très simple. Comment je communique sur ma campagne de financement participatif? Assez naturellement, on va se dire, je lance une campagne, je mets l'information sur tous les restos. On a tous très envie d'aller au restaurant, je crois, en ce moment. Sur tous mes réseaux sociaux, sur mes newsletters, sur le site, etc. Sauf que,
En effet, on va utiliser ce qu'on appelle la métaphore du restaurant vide qui est partagée par nombre de plateformes. Et en effet, c'est bien ça. Le monde attire le monde. C'est-à-dire, demain, les restos rouvrent. Vous allez vous baladez. Alors moi, j'habite à Angers, donc je me balade dans Angers. J'ai envie de tester un nouveau restaurant. J'ai une rue avec plein de restaurants. Il y a peu de chances que je me dirige dans un restaurant où il n'y a personne. Ou dans un restaurant, je vais y aller parce que je connais le chef cuistot ou parce qu'on me l'a conseillé. Mais par contre, le restaurant qui sera à moitié rempli, quitte à faire un peu la queue, j'ai bien envie d'y aller. Donc c'est un peu ça en fait. La campagne de financement participatif, c'est pareil. Une page vide où je ne connais pas l'association, qui m'est transmise comme ça, je ne connais pas l'asso et il y a 20 € de collecté dessus, je ne vais pas y aller. Par contre, une page qui m'est recommandée par quelqu'un, parce que c'est l'association d'un ami qui me le partage. Une page où il y a comment dire, déjà du 1 000 € qui a été collecté. Et ben là, je vais y aller. Là, je vais me dire, OK, c'est un projet qui fédère, j'ai envie de contribuer à ça. Je sais que le projet peut fonctionner. Donc voilà, le monde attire le monde. Et c'est vraiment une technique de communication à avoir pour n'importe quelle association. Donc ça veut dire très concrètement que je vais d'abord communiquer auprès de mon cercle proche. Ensuite, une fois que j'ai accumulé une bonne base, je vais pouvoir communiquer auprès des personnes que je connais un petit peu moins. Donc communiquer sur mes réseaux sociaux, par ma newsletter, etc. Et puis ensuite, au bout de quelques semaines, une fois que j'aurai atteint 50% de ma collecte, là, je vais faire le grand route de la communication. Je vais pouvoir communiquer auprès du monde entier et là, de déployer tous les moyens de communication qui sont à ma disposition. Mais voilà. Donc ça, ces 3 étapes, elles sont importantes. Je crois que j'en ai... Et du coup, pour vous donner des exemples de financement participatif, donc Christelle va vous apporter un très chouette témoignage, mais du coup, vous pouvez également aller faire un tour sur le site don-coronavirus.org qui a été monté par Hello Asso en partenariat avec Ulule, KissKissBankBank, Les Petites Pierres, Give Expert, etc., qui rassemble 600 campagnes de dons et de financement participatif. Si vous avez des associations autour de vous qui font des campagnes en ce moment pour soutenir les acteurs de la solidarité, n'hésitez pas à leur dire de rejoindre le mouvement. Et puis vous-même, n'hésitez pas à aller voir les campagnes qui existent. Ça vous donnera des bons exemples aussi pour accompagner vos associations. Voilà. Merci Laura. Merci. Alors, est-ce que Christelle, tu es prête? Oui, je suis Super. là. Alors par contre, je vais juste, parce que si tu veux qu'on aille voir sur le site, je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez cet écran ou pas du tout? Non. Il faut que tu peux commencer en attendant. Désolée, je vais faire un peu de mon partage d'écran. Je vais l'arrêter et le remettre après. Ok. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Christelle, je suis bénévole à l'association Utopia 56, qui est une association de mobilisation de citoyens pour aider les exilés et plus largement toute personne en détresse à la rue. On agit dans 6 villes de France qui sont Calais, Lille, Paris, Rennes, Tours et Toulouse, avec des missions de maraude et de l'hébergement citoyen. Donc l'hébergement citoyen est en pause actuellement. Il nous reste principalement nos missions de maraude. Donc ça, c'est des choses qu'on fait toute l'année en temps normal. Et là, avec le début du confinement, on s'est retrouvé en fait avec des centaines de personnes à la rue, dans les hangars, qui n'étaient pas prises en charge, certaines qui n'ont toujours pas été prises en charge à l'heure où je vous parle, en pleine crise sanitaire. Nous, avec du coup des besoins en distribution beaucoup plus importants que d'habitude, là où on donne une tente pour 2 personnes, là on donnait une tente par personne pour essayer de faire une sorte de confinement, une personne par tente. Les associations collectives qui habituellement font des repas, des distributions alimentaires se sont arrêtées ou ont complètement ralenti leurs actions. Donc on a aussi rencontré des personnes dans les maraudes qui étaient en détresse alimentaire.
Et face à tous ces besoins qui émergeaient, ça a été très très vite, hein, en l'espace de quelques jours, on a décidé de faire des appels du coup à dons, non pas avec une campagne nationale en fait pour toutes nos antennes, mais une campagne par antenne. Ce qu'on voit là sur notre site, du coup, on en a une sur Calais, une sur Lille, une sur Paris, une sur Rennes, une sur Toulouse, puisque dans chaque ville, on a aussi des besoins différents, des publics différents. On rencontre beaucoup de familles avec enfants à Paris, là où à Calais, on est plutôt sur des majeurs ou des hommes seuls, par exemple. L'idée aussi, c'était de pouvoir, en ciblant sur la ville, donc parler de la situation de la ville, de parler de la prise en charge, de la politique menée dans la ville, qui pareil est différente d'un endroit à l'autre, et de pouvoir aussi susciter l'identification et l'empathie des donateurs. Donc voilà, on peut regarder celle de Paris par exemple, parce que Paris c'est celle qui a le mieux fonctionné. Où on a eu la chance d'être dans un reportage de France 24. Donc on a pu mettre la vidéo d'une de nos maraudes de nuit dans l'affiche du projet. Et après, voilà, des choses qui ont été évoquées juste avant, on a présenté très rapidement la situation de la crise sanitaire, quelles étaient les personnes qu'on rencontrait, un besoin d'accès à la nourriture, à des biens matériels, une complexité pour accéder aux distributions qui se tiennent habituellement. Quelques photos. Dans les dons, on a mis des équivalents pour essayer de, pareil, susciter le donateur. Donner 6 euros, c'est donner 6 euros, soit, mais c'est aussi en fait donner de quoi acheter une couverture. 15 euros, c'est donner de quoi acheter un sac de couchage. Après, sur la communication de ces campagnes, ce qu'on a dit aussi précédemment, les premières 24-48 heures, on demande aux bénévoles de l'antenne de l'envoyer à leurs proches, leurs parents, leurs familles, leurs amis, pour pouvoir avoir une sorte de premier matelas de 100, 200 euros dans la cagnotte, avant ensuite de la diffuser plus largement sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook et sur Twitter et Instagram, et également de la diffuser dans notre newsletter. L'avantage d'avoir fait des campagnes aussi géographiquement localisés, c'est qu'on a pu les envoyer par exemple à tous nos adhérents qui étaient de Bretagne, on leur a tous envoyé la campagne de Rennes. Tous nos adhérents d'Occitanie, on leur a envoyé notre campagne de Toulouse, en mettant dans le sujet du mail que ça se passait à Toulouse. Voilà ce que je peux dire sur ces campagnes. Ça a grossi très vite, ça allait très très vite. La dernière semaine de mars, on a énormément collecté. Et là, ça se calme. On a aussi mis des factures, comme on a acheté le matériel au fur et à mesure, mais ça c'est très particulier sur notre projet. Et des petits kits qui ont été faits aussi graphiquement pour essayer de visualiser avec un don de 50 euros. En fait, on permet à quelqu'un de dormir. Alors, nous, on appelle ça une mise à l'abri, mais c'est pas dormir avec un toit sur la tête, c'est de dormir dans une tente avec un sac de couchage. Mais oui, je pensais. Du coup, vous voyez bien mon écran, hein, celui avec la collecte. On voit. Christelle. Oui, je le vois. Oui. Ok, super. Non. Et oui, je trouvais effectivement, ça c'est une des bonnes pratiques. En fait, c'est du coup là les donateurs, s'ils veulent voir directement ce que vous faites avec l'argent, hop, directement sur la page de la collecte, en fait, il y a les factures qui peuvent être vues et ces petites infographies aussi qui sont très facilement compréhensibles en fait de voir ce que vous faites avec 10 euros, 20 ou 50 euros. On a mis exprès des petits montants du 10 et 20 euros, puisque comme la particularité de l'association, c'est que peut-être 80% en fait, des adhérents et des bénévoles ont moins de 30 ans, voire moins de 20 ans, moins de 25 ans. Donc on a essayé de s'adapter à des petits budgets, d'où le don de 6 euros par exemple. Du coup, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et je ne sais pas si tu as fait le tour, Christelle, mais oui, tous les participants du webinaire, n'hésitez vraiment pas. Là, on a vraiment laissé du temps pour un échange avec Christelle. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat.
Christelle, c'est Laura du coup. Vous avez mis combien de temps à mettre en place la campagne à peu près? Entre le moment où vous êtes dit faut qu'on fasse une campagne et le moment où vous l'avez lancée, il y a eu quel laps de temps à peu près? 3-4 jours, je dirais. Ok. Et La première qu'on a lancée, c'est celle de Rennes. Et c'est parce que c'était aussi une demande de l'équipe de terrain de Rennes. Donc c'était le temps de se coordonner entre la coordinatrice qui est salariée à Rennes, le président de l'asso, plus 2-3 bénévoles qui aident. De qu'est-ce qu'on écrit et comment on le monte. Est-ce que par exemple on met un objectif ou pas? Et on a décidé donc de ne pas mettre d'objectif financier parce qu'au début du confinement, on n'avait aucune idée de où, enfin d'ailleurs on ne sait toujours pas où on va à ouais, ce sujet-là, mais on n'avait aucune idée de où on allait. Donc par exemple, on a décidé de ne pas mettre d'objectif. d'accord. Et aujourd'hui, combien de personnes animent comment dire, animent, communiquent sur la campagne à peu près? Alors, on est 2 au niveau national. On a une salariée de l'asso et moi. Et après, dans chaque antenne, on leur demande, par exemple, de quand ils font une publication Facebook pour dire, je sais pas, ils étaient en maraude, de rajouter à la fin de la publication le lien pour dire soutenez-nous pour notre maraude, pour nos futures maraudes en faisant un don. Ok, très bien. Merci Alors, Christelle. il y a quelques petites questions. Alors, y a-t-il une déduction fiscale, vous, pour Ouais, vos dons? même de Oui. 75%. Ok. Ensuite, une autre question. Quel est le montant moyen, alors je ne sais pas si tu le connais, Non, de dons pour je vais cette pas campagne l'avoir. compte tenu des petits montants? Bon, c'est pas ok, ben, c'est pas grave. Après, on a une sorte de corrélation parce que l'avantage sur Hello Asso, c'est qu'on voit les dates de naissance. Les personnes nées dans les années 40, 50, 60 font des dons de 100, 500 euros. Et les personnes nées dans les années 90 et 2000, parce qu'on a des donateurs qui sont nés des années 2000, qui font des dons de 5 à 15, 20 euros. Ok. Euh, Quel délai entre chaque campagne? Si on sollicite trop souvent les proches, ils s'essoufflent. Oui, Alors, tout à fait. Alors normalement, nous, en temps normal, on en fait une par an en hiver, qui a lieu pendant le mois de décembre et qui est sur un projet qui est mené inter-antenne. Souvent, on fait quelque chose autour des mineurs isolés, donc c'est des ados qui sont en France sans leur famille, euh, pour, pour raccourcir. Et après, l'asso, elle est née en 2016. Elle est encore un peu au tout début de la recherche de fonds, enfin, structuration de recherche de fonds auprès des particuliers. Là, on se pose la question justement en voyant qu'en faisant 5 campagnes différentes, ça nous a apporté énormément de nouveaux donateurs et des donateurs des régions dans lesquelles sont présentes nos antennes. Si on ne va pas continuer en fait sur ce modèle de 5 ou 6 campagnes, si on rajoute Tours en parallèle au moment de l'hiver. Mais sinon, en temps normal, au printemps, on n'en lance pas. mais là, c'est particulier avec le contexte de la crise, du coup. Exactement. Euh, alors, quelqu'un qui se demande, je ne vois pas Marseille dans la liste des villes concernées, donc vous n'avez pas d'antenne à Marseille. Non, on n'a pas d'antenne à Marseille. Est-il plus avantageux de faire une campagne par antenne plutôt qu'au niveau national? Donc, bah, tu as répondu. Est-ce que ça ne risque pas de faire défaut à certaines villes par rapport à d'autres? Non, justement, je trouve que ça renforce certaines villes parce que, par exemple, alors vraiment, nous, notre plus grosse antenne, c'est celle qu'on a regardée, c'est celle de Paris, parce que c'est celle où déjà on a le plus de moyens humains et matériels au sein de l'antenne. On a 2 salariés, plus un local, plus une voiture. Mais c'est aussi celle où on a le plus d'adhérents et le plus de bénévoles. Euh, c'est l'antenne de Toulouse, je pense que c'est la plus petite en termes de bénévoles et c'est aussi celle qui a le plus petit montant aujourd'hui. Mais en temps normal, en fait, quand on fait notre campagne nationale, on a tendance à beaucoup axer sur Paris parce qu'on a des journalistes qui viennent filmer les maraudes à Paris, parce qu'on a des photos des maraudes à Paris et donc ça éclipse un petit peu ce qu'on peut faire dans les autres antennes. Alors que là, d'avoir vraiment fait une cagnotte sur Toulouse, on a eu un reportage photo sur Toulouse, on a eu de la presse sur Toulouse, et donc ça resitue un petit peu nos actions. Donc pour le coup, non, nous, on ne trouve pas, par rapport à ce qu'on fait, que ça soit contre-productif. Ok. Ensuite, du coup, il y a des gens qui vous disent que la mise en page est très attractive. Merci beaucoup. Campagne en décembre, est-ce que c'est pas un peu difficile avec les fêtes de fin d'année?
Pas du tout, pas du tout. Décembre, c'est le mois où on collecte le plus. On joue beaucoup sur la déduction fiscale, justement. Il vous reste, on est le 15 décembre, il vous reste 15 jours pour faire un don et le réduire du coup de vos impôts l'année suivante. Plus, on parlait tout à l'heure de l'émotion, le fait que nous on soit sur des actions auprès des personnes à la rue, le fait de communiquer sur le fait qu'il fasse froid, voire certains hivers qui neigent, qu'on est en train de mettre des familles en tente le soir. C'est le mois où on va le plus collecter. Et une question aussi d'Ophélie, est-ce que des entreprises locales vous ont soutenu en écho à vos campagnes? On a une entreprise à Toulouse qui nous a fait un don. On a des fondations, enfin on est suivi par des fondations également. Le budget d'Utopia, c'est 70% les dons des particuliers, 30% les fondations. Mais j'en ai deux en tête, deux entreprises qui nous ont soutenus financièrement en faisant un don. Mais c'est pas vraiment, c'est pas un axe sur lequel on travaille aujourd'hui. Le fait aussi d'être une association, on est aussi engagé sur le refus de la misère, l'accueil digne des personnes étrangères, fait qu'on a une charte éthique pour les entreprises qui souhaiteraient nous faire un don. Pour résumer, on n'accepte pas de dons qui viendraient par exemple de la Fondation Vinci ou de la fondation EDF ou de toute entreprise qui aurait des actions d'extraction ou en tout cas des actions environnementalement mauvaises, par exemple en Afrique ou en Asie. Enfin, la charte éthique est sur notre site internet. J'ai plus les termes exacts en tête, mais on a des entreprises qu'on a sorties du coup des donateurs potentiels. Et qui vous avez donné ou pas? Non, C'est du juste coup, dans l'hypothèse où ils vous donnent, vous ouais. n'accepteriez pas. Ouais, dans l'hypothèse où ils nous approcheraient pour faire un don, du coup, ça serait exclu au niveau de la charte éthique. Ok. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Christelle? C'est le moment. Il y a Nicole qui demande, alors plus largement, est-ce que les PME peuvent donner via une plateforme de financement? Est-ce que les financements internationaux sont-ils possibles aussi? Du coup, ça peut être une question qui intéresse tout le monde. Donc, évidemment, les entreprises peuvent donner. Pour à l'international, du coup, il faut voir en fonction des plateformes. Tout va dépendre juste de la modalité de financement, en fait. Mais sur le principe, il n'y a pas de souci. Et Christelle, du coup, je ne sais pas si tu vois le chat, mais du coup, beaucoup de Ouais. bravo et d'encouragement pour Oui, continuer merci vos beaucoup. C'est actions. super gentil. Donc, oui, on espère que vous allez aller loin et que vous allez encore collecter plein d'argent pour pouvoir continuer vos maraudes dans toutes les villes où vous êtes. Merci. Ah bah super, ça la donne envie de se lancer. C'est le but, donc c'est bien. J'espère que l'idée, c'était de pouvoir vous montrer un exemple. On n'a pas forcément toujours le temps d'échanger autant avec des porteurs de projets qui ont lancé des campagnes. Donc voilà, merci beaucoup Christelle d'avoir pris un peu de temps et j'espère que ça vous donnera des bons exemples. Peut-être juste préciser que là, les visuels sont très très beaux, très attractifs. Je ne sais pas avec quel outil vous les avez fait, Christelle? Avec InDesign, ça. Avec InDesign, ouais. Du coup, toutes les assos n'ont pas forcément les moyens et les compétences d'utiliser des outils très, élaborés, perfectionnés en termes de création, de visuels. Mais du coup, il y a d'autres outils très simples qui permettent de faire des visuels très rapidement. Qui sont par exemple, je vous en mets un dans le chat qui est Canva et du coup qui permettent de faire des visuels. Ben voilà, Julie, nous étions connectés, qui permettent du coup de faire des visuels très simplement
pour des assos voilà, qui n'ont pas forcément les compétences techniques pour réaliser du graphisme. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les pousser vers ça. De même que la vidéo, c'est aussi un bon moyen. Et aujourd'hui, on peut faire des vidéos très simplement avec un smartphone. C'est très facile. Donc voilà. Et même si on voit aussi des campagnes qui fonctionnent en ayant moins de comment dire de visuels, de moyens techniques pour réaliser une page très très ergonomique. Voilà. Donc, et bien souvent, c'est comment dire des compétences qui sont internes à l'association. On va aller assez rarement chercher des graphistes pour faire des visuels pour une campagne de financement participatif. Ça va plutôt être à l'interne. Voilà. Oui, je me permets ici, Christelle, de rebondir sur la question de Christian. Les 2 graphistes qui nous aident sont 2 bénévoles de l'association qui font ça en parallèle de leur travail, mais qui sont graphistes professionnellement. Ok. Donc, voilà. Du coup, c'est bien à la portée de tous et puis chacun en fonction de ses moyens. Sachez qu'en cette période particulière aussi, l'équipe ACO de Hello Asso va encore plus loin dans son accompagnement et peut accompagner parfois de une demi-heure à 1 heure passée au téléphone avec des associations pour les aider dans leur campagne. Voilà. Il y avait une question d'Emmanuel. Combien de temps les plateformes gardent-elles les données bancaires des donateurs? Est-ce qu'on a le moyen de contrôler cela en tant qu'asso et demander d'effacer les données? Alors, les plateformes ne gardent pas les données bancaires des donateurs. Enfin, c'est comment dire en tant que plateforme, ce n'est pas vous, c'est pas la plateforme qui va gérer les flux financiers entre guillemets, la conservation des flux financiers. C'est des organismes qui sont agrémentés par l'État. Les données bancaires de vos donateurs, évidemment, carte bleue, etc., vous n'y avez pas accès en tant qu'association. C'est des données qui sont extrêmement confidentielles et donc du coup qui sont gérées, comme je vous disais, par des structures qui ont un agrément de l'État. Et donc, évidemment, toutes ces données-là sont réglementées en fonction du RGPD et permettent la maîtrise des données par comment dire, l'utilisateur. Mais voilà, les données bancaires ne sont pas gardées, d'autant plus sur du financement en ligne, là où on paye par carte bleue. Voilà. Oui, et je vois aussi que Ingrid et Ori parlent du mécénat de compétences pour faire appel justement à des compétences spécifiques, ouais, comme un infographiste par exemple. Donc n'hésitez pas aussi à explorer ces voies-là pour conseiller aux associations que vous accompagnez. Ok, alors est-ce que il y a d'autres questions? Alors, oui, c'est plus par rapport à Eloasso. Sinon, je vous propose qu'on continue. Laura, je te laisse répondre à Christian. Ouais. Je suis en train de le Ah faire. bah oui, en fait, tu réponds par écrit, super. Alors, donc on continue. Donc, merci beaucoup encore à Christelle. D'ailleurs, est-ce que, je ne sais pas si tu restes ou si tu te déconnectes pour savoir s'il y a des gens qui veulent encore reparler avec toi via le chat. Si tu es Je vais disponible. peut-être me déconnecter du coup. Ok. Bah alors, merci beaucoup. Non, merci à tous. Bon courage et bonne chance pour vos actions. Et on espère que vos collectes vont encore grimper. Merci, bonne journée tout le monde. Merci, au revoir, Bonne Christelle. journée, merci Christelle. Ok, alors on va continuer, nous, avec d'autres petits outils moyens, méthodes de financement en ligne. Hop, alors, je vais vous parler très brièvement de l'adhésion en ligne parce que je ne sais pas si... en fait, ça me semblait intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas encore de vous en parler. Donc, l'adhésion en ligne, donc pareil, il y a plusieurs plateformes qui l'utilisent. Donc, c'est comme pour le don en ligne. En fait, c'est pour pouvoir adhérer à une association sans utiliser le chèque d'adhésion avec son petit bulletin d'adhésion papier, mais de pouvoir le faire via Internet.
Donc là, ça peut paraître un peu particulier en ce temps de crise parce que justement, on ne rencontre pas forcément ces adhérents et il n'y a pas forcément de nouveaux adhérents qui viennent vu que les activités des associations sont un peu en berne. Mais justement, en fait, le fait d'ouvrir l'adhésion en ligne peut permettre aussi d'obtenir des adhésions de soutien aux associations. Peu importe leur domaine d'activité. Moi, je sais que je suis bénévole pour une association sportive, donc en ce moment qui ne fait pas grand-chose. Et on reçoit pas mal d'adhésions de soutien, justement, pour qu'on puisse continuer nos activités dès que ce sera possible de le faire. Donc, c'est vrai que c'est une solution à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui peut permettre de récolter quelques pièces comme ça. Donc, pensez-y. Et puis, ça permet aussi l'adhésion en ligne. Souvent, en fait, comme une adhésion de soutien, en fait, quand on fait un chèque à la rentrée pour adhérer à son association, bon, on met le montant qui est fixé. Et en fait, en ligne, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui mettent un peu plus pour faire un petit don en plus à l'association qu'elles veulent soutenir. Donc, ça peut être intéressant de le proposer, d'en parler à vos assos. Et puis, au-delà du fait que l'outil, ça permet de faire gagner du temps administrativement, effectivement, puisque tout est compilé, toutes les informations des adhérents sont compilées, peuvent être compilées dans des tableurs Excel ou autres qu'Excel. Et donc, ça permet de regrouper toutes les informations des adhérents dans un seul endroit. Donc, pareil, il y a plusieurs plateformes qui permettent l'adhésion en ligne. Donc, comme Laura vous l'a déjà dit pour les autres outils, pareil, donc on ne va pas vous conseiller un outil plus qu'un autre, ça dépend des spécificités et des besoins de chaque structure. Mais en tout cas, voilà, surtout là, faut bien faire attention aussi à la collecte des données et à la RGPD, puisque forcément qui dit adhésion en ligne dit aussi qu'on récolte de la donnée. Donc, bien choisir son outil aussi en fonction de voir s'il est bien sécurisé pour que les informations des adhérents ne se retrouvent pas n'importe où et ne soient pas utilisées par... hop, j'ai passé trop tôt, excusez-moi. Donc ça, c'était pour l'adhésion en ligne. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur ce sujet. Je peux continuer aussi à vous parler très brièvement d'autres outils tels que billetterie en ligne. Donc pareil, en ce moment, c'est pas trop d'actualité puisque les événements sont un peu annulés, mais il y a des événements en ligne tout de même où on peut utiliser la billetterie. D'ailleurs, pour rejoindre ce webinaire, vous avez dû vous inscrire via une billetterie en ligne. Aussi, ce qui nous semblait intéressant à communiquer à vos associations, c'est qu'en fait, le fait de gérer ces événements avec une billetterie, ça permet aussi de pouvoir récolter de l'argent en amont des événements que les associations peuvent organiser et donc de moins devoir puiser dans leurs ressources, dans leurs fonds propres. Et encore une fois, là, il y a plusieurs outils possibles, plus ou moins connus. Bien attention au prix. Mais voilà, je ne vais pas y passer plus de temps, la billetterie en ligne, parce qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment l'actualité principale d'organiser des événements. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les formulaires de vente peuvent être utilisés en ce moment. Donc, les formulaires de vente, c'est comme les boutiques en ligne, donc pour vendre des produits ou des services en ligne que les associations pourraient proposer. Donc, ça peut aller du t-shirt avec le logo de l'association à un panier solidaire à un panier de légumes, par exemple, pour une épicerie solidaire. Donc, par exemple, on a eu aussi
Là, quelques épiceries qui ont utilisé cet outil pendant la crise, en fait, qui ne l'utilisaient pas avant, et comme elles ne peuvent pas forcément ouvrir en respectant les règles imposées par la crise sanitaire, et il y a pas mal d'épiceries qui se sont mises à faire leur panier de légumes qu'elles vendent en ligne et qu'elles livrent ou qui sont disponibles à venir chercher en fait à la boutique. Donc ça aussi, il faut y penser. Ça existe. Donc on peut aussi vendre des services, pas forcément des produits. Ça peut être des cours en ligne ou des ateliers do it yourself. Donc là, pareil, plus en présentiel quand la crise sera terminée. Mais tous ces outils existent. Donc, donc il faut y penser. Ça peut être aussi un moyen de financement supplémentaire pour les associations que ça peut intéresser. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Laura, sur ces petits outils supplémentaires? Il y a eu pas mal de questions plutôt sur Hello Asso, du coup auxquelles j'ai répondu sur pourquoi on était gratuit. Donc je disais que c'était un principe de base depuis le départ. On fonctionne sur la contribution volontaire des particuliers. Évidemment, vous pouvez utiliser plusieurs plateformes en même temps si besoin, et les outils sont simples d'utilisation. Peut-être juste bien repréciser que l'idée de ces outils-là, c'est de permettre, en dématérialisant en fait des actions que vous menez, que les associations peuvent mener en utilisant de l'espèce, du chèque, etc. Le but là, c'est dans le contexte actuel, c'est pouvoir casser les barrières en fait, donc pouvoir collecter quand même. Et sinon, ça va être de pouvoir à la fois gagner du temps et maximiser en fait sa capacité de financement. Voilà, je pense que ça contribue un peu à tout ce qu'on se dit depuis le début sur le fait de diversifier les ressources financières d'une association. Et dernière question auquel je n'ai pas répondu, José, recommandez-vous une banque? Pas du tout. On ne recommande pas de banque et je pense qu'aucune plateforme ne le ferait. Voilà. Oui, on vous laisse choisir. Voilà, vous choisissez. Ok. On peut enchaîner avec la suite du coup. Ouais. Vite, pareil, très rapidement pour terminer. Et je vois, José, que vous reposez la même question. Vous n'avez peut-être pas vu ma réponse. En effet, vous pouvez utiliser notre plateforme et d'autres plateformes en même temps, si vous le souhaitez. Je le déconseille fortement sur le financement participatif. Parce qu'il faut mieux mener une campagne de financement participatif à un seul endroit. Voilà. Et juste, Marie, pour le système d'adhésion, au bout de combien de temps Hello Asso reverse les paiements effectués? C'est à la demande maintenant. Donc, quand vous souhaitez récupérer les fonds, vous faites une demande de récupération. Voilà. Du coup, on voulait vous présenter également d'autres outils qui s'inscrivent plutôt dans le quotidien entre guillemets de l'association, qui est plutôt sur du micro-don, mais qui permettent quand même de contribuer au financement de l'association. Deux types Alors, il y en aurait plein. J'ai fait le choix de vous en présenter deux types. Et notamment, le plus connu, c'est les moteurs de recherche solidaires. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Du coup, que ce soit moteur de recherche ou Goodid, ça va permettre à l'association de collecter des petites sommes. Mais bon, comme on le sait, les petites gouttes font les océans ou les grandes rivières, je ne sais plus. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de mettre en place ces outils-là au sein de l'asso pour pouvoir collecter au fur et à mesure. Sur les moteurs de recherche qui est la solution la plus fréquente, la plus fréquemment utilisée. Le principe est très simple. Quand vous faites des recherches aujourd'hui sur Internet, chacune de vos recherches génère de l'argent. Lilo, Ecosia et Quant ont décidé de reverser tout ou partie de cet argent pour des projets de solidarité.
Et donc, du coup, ça veut dire que l'association va pouvoir s'inscrire sur ce moteur de recherche, déposer son projet, et du coup, fera partie des catalogues de recherche qui permettront aux utilisateurs ensuite qui vont collecter au fur et à mesure des fonds, de pouvoir de les redistribuer à tel ou tel projet. Du coup, ce qui est génial, c'est que l'impact, le déploiement peut être très fort. Une association passe sur Lilo, Ecosia ou Quant demain. Typiquement, elle envoie un mail à tous ses bénévoles, toute sa famille, ses amis, etc. Et du coup, vous avez 100 personnes, 200 personnes qui, dans la foulée, changent de moteur de recherche et permettent de contribuer au financement de l'association. Donc, je ne vous dis pas qu'en 6 mois, on collecte 100 000 euros, mais sur l'année, j'ai déjà vu des projets qui collectent plusieurs milliers d'euros sur un an. Donc, je pense que c'est vraiment, ça peut être une solution complémentaire. Pour avoir organisé dans d'autres vies professionnelles des appels à projets en partenariat avec Lilo notamment, c'est des choses qui fonctionnent. Voilà. Et nous, actuellement, on est en partenariat avec Quant là-dessus et pareil. C'est possible également. Enfin, voilà, on voit que l'impact est là. Comment fait-on pour s'inscrire dans les catalogues Lilo, Quant et Ecosia? Ça dépend en fait à chaque fois des moteurs de recherche, mais du coup, dans ces cas-là, vous allez juste sur le site de Lilo qui va vous permettre, vous mettez inscrire projet Lilo, inscrire association, etc. Sur Quant, vous allez sur Quant Causes. Donc Quant et Causes, CAUSES, et sur Ecosia, pareil. Vous mettez Ecosia, association, s'inscrire et vous trouverez. Vous avez également des plateformes. Alors, ça, moi, c'est ce que je préfère, les moteurs de recherche, parce que du coup, en plus, ça permet de passer sur autre chose que Google. Il y a d'autres modes aussi qui existent, qui sont des plateformes, par exemple, comme Goodid, qui permettent, en visionnant des vidéos publicitaires, de financer des projets solidaires. Alors, on est pour ou contre le fonctionnement par la publicité, etc. On sait que la publicité est générateur de beaucoup de flux financiers. Donc là, pour le coup, très pragmatiquement, le principe, c'est de se dire, vu que ça génère des flux financiers, autant les utiliser pour un projet solidaire. Et l'autre chose que je voulais vous présenter, également très liée au numérique, c'est toute la notion des dons. On peut passer à la page suivante. Des micro-dons avec toutes les applications qui sont proposées aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'applications qui existent et qui permettent en fait aux utilisateurs de faire des dons de manière très simple, sans qu'ils aient l'impression en fait de donner. Vous allez avoir le don, je donne. Vous avez également des startups qui proposent des applications où les donateurs vont courir et en fonction de la course, ça va permettre de financer l'association. Vous avez plein de choses qui existent. C'est un modèle très ludique pour les donateurs. Côté association, ça peut être intéressant si l'asso s'y connaît un petit peu en numérique. Et la seule mise en garde, c'est bien de s'assurer du fonctionnement de l'application avant de se lancer. Donc ça veut notamment dire où sont mes données, qui les traite, et est-ce qu'il y a des utilisateurs de cette application. Voilà. Donc c'est très séduisant, notamment pour les donateurs. Donc, mais après, il faut savoir faire le tri. Et enfin, évidemment, le grand classique qui est là est un peu moins facile d'accès, peut-être, mais pour des petites assos, mais encore, il faut voir. C'est tout le phénomène des arrondis en caisse ou en ligne. Donc, vous avez plein de structures qui existent. La plus connue, c'est peut-être Microdon, et qui permet de proposer un arrondi. Et donc, du coup, donc l'arrondi soit en caisse, soit directement par Internet lors d'un paiement, et qui permet de compléter, de faire des dons complémentaires. Voilà. Mais si je devais peut-être ne retenir parmi ces 4 propositions qu'une seule, ce serait vraiment les moteurs de recherche. Voilà. Et tout à fait, l'arrondi en ligne peut se faire en complément d'une adhésion en ligne, en effet. Et d'ailleurs, c'est proposé sur Hello Asso. Il y a aussi, c'est écrit, tu ne l'as pas précisé, il y a aussi arrondi sur salaire, ou don via directement sa fiche de salaire. Ça commence aussi à se développer de plus en plus pour les grosses entreprises. Tout à fait. Alors, Christian, je ne comprends pas bien la question. Quid, du coup, sur PayPal? J'imagine que la question, c'est de savoir le coût de PayPal.
En effet, PayPal est un outil de paiement généraliste. Mais du coup, tout dépend comment dire, de l'outil que vous utilisez en fait. Enfin, PayPal est payant, nous on l'est pas. Enfin voilà, après il faut faire le tri. Et José, pas d'inquiétude, c'est normal que les slides, les liens ne sont pas activables là directement sur la présentation, mais vous allez recevoir la presse. Donc, vous pourrez aller explorer tous les liens qu'on vous a mis dessus. Et du coup, oui, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez encore des questions, il est temps de les poser. Et juste, oui, pour conclure, donc on a vu aujourd'hui qu'il existe, et encore, on n'a pas tout exploré, mais il y a tout un tas vraiment de possibilités pour se financer en ligne. Et puis, tous les jours, il y a des nouvelles solutions. L'idée, c'est pas de changer complètement sa manière de faire, mais au moins voilà, d'être informé que tout ça existe et d'avoir de plus en plus le réflexe d'utiliser ces outils qui peuvent toujours être un plus dans le financement des actions des associations. Et après, ben voilà, choisir les outils qui vous conviennent, enfin, qui conviennent le mieux en fonction de ces activités, de ces valeurs. Et toujours, on répète que bah, pour recevoir de l'argent, il ne faut pas hésiter à le demander et surtout pas oublier de remercier ses donateurs et de communiquer autour de ça des impacts. Donc voilà. On vous met encore. Oui, vas-y Laura, pardon. Il y a des questions. Je ne sais pas si. Alors, un outil de paiement en ligne pour le mécénat d'entreprise. Et bah, pour financer les assos, du coup, moi je dirais que c'est les mêmes outils classiques qu'on vous a proposés. Est-ce obligatoire d'avoir un compte associatif pour collecter? Alors, sur Hello Asso, oui, c'est obligatoire, évidemment. Sur d'autres, comme on le disait, tout dépend de la plateforme. Sur Ulule ou KissKiss, ce ne sera pas le cas. Et pour les... Ah oui, parce que vous pensez au collectif. En effet, il va falloir avoir si vous n'êtes pas une association déposée en préfecture, ce sera compliqué. Voilà. Pour les collectifs, on pourra se tourner vers d'autres plateformes. Voilà. Ok, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de merci déjà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous aurez appris des choses. Prochain webinaire PANA, c'est jeudi. Oui, on continue notre lignée. Alors, est-ce que vous êtes tous inscrits à celui de jeudi? J'espère. Ingrid, oui, Nicole, José, Rezam, parfait, on vous retrouvera tous alors, c'est génial. Et il traitera de quoi? Jeudi, on parle de compta. Est-ce que c'est pas super cool comme sujet pour finir la semaine en beauté avant un week-end de 3 jours? On parle de compta et de base de données avec Home. Ça vend du rêve. Voilà, on a 2 super intervenants qui seront là. Je vous remets le lien vers la billetterie pour celles et ceux qui ne se seraient pas inscrites. Et mardi prochain, on fait débat sur numérique et société, histoire de prendre un peu de recul sur l'impact du numérique en ce moment dans nos vies. Voilà. Et merci beaucoup pour tous ces merci, c'est trop bien. Oui. Ça nous rebooste chaque jour. Allez, de l'énergie pour préparer le prochain webinaire. On prend. Voilà, exactement, on prend. Merci à tous et du coup à très bientôt pour un prochain webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos sur le programme PANA. Et on peut allumer nos webcams pour se dire au revoir si vous voulez. Ah oui. Et nos micros. Histoire de se donner bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bon appétit. Mangez bien. Merci, pareillement. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir.